Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir en images sur la victoire du Barça hier à la Ceramica. Évidemment, analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Aujourd'hui, on va y aller tranquille, les amis. Je suis complètement explosé. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi. Je suis fatigué. Donc, Quique Setién nous avait prévenu. Quique Setién nous l'avait dit. Il avait dit, ce sera, je l'espère, en tout cas, le Barça contre le Barça. Et il avait pas tort dans le sens où, quand même, il nous a un peu copié, il nous a un peu piégé à notre propre jeu. C'est peut-être une des premières fois qu'on voit le Barça subir ou ne pas avoir autant de possession, ne pas avoir la possession, tout court même. C'était un match pas évident contre une équipe de Villarreal qui a plutôt bien joué au football, qui arrivait à bien ressortir le ballon. On a mis un pressing assez intense. Franchement, on va le voir en image, on a mis un bon gros pressing, mais ils ont quand même réussi à sortir les ballons. Pourquoi? Comment ils ont fait? Oh, toutes ces questions sans réponse, incroyable. Non, en fait, c'est assez simple, hein. Ils nous ont un peu, on va dire, copié, dans le sens où ils ont rajouté un milieu de terrain, tout simplement, au lieu de... Ça a surpris Xavi, hein. Xavi s'attendait, il l'a dit en conférence de presse d'après-match, il a dit qu'il s'attendait à voir Chukwueze sur le terrain, en ailier avec un 4-3-3 classique de la part de Villarreal, et finalement que nenni, il n'en était rien. Ils ont fait un milieu à 4, ils ont rajouté un milieu, ils ont rajouté Capoue, Coquelin. Donc ils avaient une base, on va dire un double pivot Parejo, Coquelin, et avec un Baena et un Capoue qui jouent en milieu intérieur, qui écartaient sur les ailes évidemment pour quand ils partaient en attaque. Mais tu vois, ils étaient assez mobiles, mais ils étaient quand même avec un milieu à 4 en carré, un peu comme nous. Donc il y avait plutôt, au lieu qu'on ait une supériorité au milieu, eh bien on était un peu kiff-kiff, tu vois. Et devant ils étaient à 2 évidemment, hein, Pino et Morales qui étaient en double attaquant, tu vois, en double attaque. Donc on avait l'impression hier que c'était assez compliqué pour nous de récupérer les ballons. Ils ont eu quand même pas mal de grosses séquences de possession. On avait beaucoup de mal à récupérer la pelota. C'était compliqué, mais on a quand même réussi à s'en sortir. On a quand même réussi à faire de belles choses par moment, mais c'est vrai que c'était pas un match évident. Ce que je retiens dans l'histoire, c'est qu'au final, on a quand même encore une fois réussi à gagner ce match. Encore une fois, on a eu une défense très solide avec un Araujo qui est monstrueux. Et c'est monstrueux, mais bon, pas que. On verra que Koundé est assez important dans les relances. Christensen aussi, comme souvent, a été assez propre, mais c'est vrai que Araujo a fait des sauvetages assez monumentaux. Défensivement, c'est vraiment un rock. C'est pas évident de passer mon petit Ronald, hein. Ça, c'est sûr. On a perdu aussi cette petite maîtrise qu'on avait au milieu. On a l'impression qu'on a eu beaucoup moins de maîtrise. C'est pas qu'une impression. Dans les sorties de balle, dans la conservation du ballon, mais ça m'étonne pas forcément, c'est pas forcément un scandale déjà quand on voit que Villarreal est plutôt une bonne équipe, c'est pas vraiment étonnant. Ce qui a changé en tout cas dans notre équipe à nous, c'est évidemment l'absence d'une personne, et quand cet être nous manque, tout est dépeuplé, voilà, comme on dit. Mais non, voilà, il a beau être décrié, hein, les amis, on peut en parler tant qu'on veut. Busquets, est-ce fondamental, frère? En tout cas, c'est vrai que Busquets est assez important pour relancer, pour garder la possession, l'utilisation du ballon, ce qu'il en fait, tout ça, c'est autre chose. C'est loin de moi l'idée de dénigrer ce qu'a fait Kessié, parce qu'il a fait plutôt un bon match, j'ai trouvé. Pour une fois, il a été mis dans sa position, on va dire, plus naturelle. D'habitude, il joue un peu plus haut sur le terrain, et même si la dernière fois, il s'en est très bien sorti. Là, il jouait dans sa position naturelle, avec Frenkie qui jouait dans sa position naturelle aussi. Les deux en double pivot, c'était assez intéressant. Ça a plutôt bien fonctionné contre une équipe qui joue au football. Je sais pas si ça marcherait autant avec une équipe qui subit plus, comme Séville par exemple, on l'a vu, on avait Kessié en double pivot et Frenkie, ça marchait pas très bien, on a mis Pedri un peu plus bas, et là ça marchait mieux. Là contre une équipe qui a peut-être un peu plus le ballon, où tu as besoin de récupérer, peut-être que c'était mieux d'avoir un Kessié plus bas. On l'a vu, Kessié, le placement, il était quand même quasiment par moment placé en arrière gauche à la place de Baldé. On l'a vu hier, hein, je sais pas si pour ceux qui l'ont remarqué, mais il était sur Capoue qui souvent quand même prenait le couloir pour faire l'appel, pour écarter un maximum cette défense du Barça, et Baldé qui prenait Foyce directement. En fait, Baldé était placé la plupart du temps comme ailier directement, sauf qu'après quand Chukwueze est rentré évidemment, mais avant, quand il y avait Capoue et Coquelin, tout ça qui était encore sur le terrain, Baldé lui prenait Foyce plus haut, et Kessié restait sur le Capoue, marquage individuel, et du coup des fois il était placé en arrière gauche. Xavi a fait un choix, il a choisi de mettre Kessié plus bas et de mettre Pedri plus haut. Il a choisi de mettre
Pedri plus proche de la surface, plus proche du danger en fait pour Villarreal. C'était un bon choix au final puisque ça a payé, il a marqué son petit but. Il a choisi de perdre un peu de maîtrise dans les relances, dans les sorties de balles avec un caissier plus bas. C'est comme ça, c'était un choix et le choix plutôt bien payé, j'ai envie de dire, choix payé. Donc on va passer maintenant à l'analyse des actions les amis, j'ai sélectionné pas mal de petites séquences assez intéressantes. Donc on commence par Villarreal, on va le voir sur cette sortie de balle, était assez efficace en mettant le surnombre déjà au milieu mais aussi avec des latéraux en soutien pour essayer d'écarter au maximum notre bloc. Évidemment avoir un gardien comme Pepe Reina qui relance aussi bien, bah ça aide aussi évidemment. Cette action est quasiment identique d'ailleurs à notre but 15 minutes plus tard, mais bon bref. On voit Lewandowski tout d'abord qui vient presser en bouchant l'angle de passe pour Albiol. Pedri monte aussi mais marque Parejo. Rafinha, Pau Torres et Moreno, un peu les deux, tu vois, il marque un peu, il est entre les deux. Frenkie marque Baena et Diaby marque Coquelin. Baena fait l'appel et il est servi. Frenkie a un peu de retard et sort sur le joueur qui va chercher Albiol laissé libre de l'autre côté. Ça oblige le bloc du Barça à coulisser sur la gauche et ça va créer une brèche au milieu. On voit Capoue faire l'appel dans la profondeur suivi donc par Kessier comme je le disais qui était au marquage. Foyce a beaucoup de marge car Baldé hésite en fait entre monter et couvrir. À mon avis Baldé il était de temps en temps peut-être pas serein. Il hésitait entre monter trop haut et couvrir un peu dans son dos. Baldé et Gavi se rapprochent mais aucun des deux ne couvre là. On voit que Gavi il est un peu trop avancé. Et Baldé, à mon avis, aurait plutôt dû peut-être... souvent, on a tendance à couvrir le couloir, mais je pense que Capoue, c'est pas un monstre de vitesse non plus. T'as pas besoin de couvrir trop le couloir pour Capoue, parce que c'est pas lui qui va partir, qui va mettre une vitesse. Encore Chukwueze, j'aurais compris, mais là, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, bref. Donc Baldé, pour moi, il couvre pas assez l'axe, il couvre le couloir, mais voilà, peut-être pas trop le bon choix. Coquelin fait donc l'appel dans le dos de Gavi, qui lui aussi est un peu mal placé, je trouve, il s'est trop avancé dans le pressing. La brèche est créée, Villarreal se sort du pressing assez facilement. Rien de fou ensuite, l'action n'amène rien de vraiment dangereux, mais tu vois que la partie d'échec elle est lancée. Tu vois que les sorties de balles de Villarreal, ça peut faire mal, ça peut faire aussi mal que nous. Notre première occasion arrive assez rapidement, après une récupération de Frenkie au milieu, Koundé récupère le ballon et on voit que Capoue veut se replacer et dit à Baena d'aller presser Pedri qui était censé être de son côté donc. Au Barça, ce qu'on voit souvent, c'est des joueurs qui échangent leur position au besoin, tu vois, une équipe et surtout un milieu assez fluide, tu vois. Tu vois que les mecs font les déplacements chacun pour les autres, tu vois, ils travaillent un peu. Là, c'était peut-être pas le bon choix. Pour le coup, ça aurait pu être fatal à Villarreal. Pedri, lui, il a tout le temps de se retourner. Le bloc de Villarreal est assez haut en plus de ça. Dans ce cas-là, évidemment, le plus dangereux pour un bloc haut, c'est les appels dans le dos de la défense. Pedri donne un caviar à Robert qui va le croquer, le caviar. Le tir manque de je ne sais quoi, mais pour un attaquant de sa classe, c'est pas normal d'arriver devant le gardien comme ça et tirer basiquement dessus, quoi. Fais-nous une petite balle pitié, frérot, fais-nous rêver, fais-nous un chef-d'œuvre, je sais pas, mais là ça ne va pas. Deuxième séquence de sortie de balle assez facile pour Villarreal. Pepe sert Pau Torres. On voit le bloc du Barça plutôt bien en place. Gavi resserre avec le bloc et va sur Parejo quand Pedri presse lui Pau Torres. C'est là que Baena encore lui déclenche son appel dans le dos de Frenkie et Pau Torres le serre et en une passe il casse deux lignes et se retrouve avec un ballon entre notre milieu et notre défense. Baena sert ensuite Morales dans la profondeur mais il n'en fera rien. Remplacer Baena par Bruno Fernandes et Morales par Rashford, pas sûr que ce soit ça finisse de la même façon. Petite séquence avant le but parce qu'on va pas montrer que du négatif non plus. Le Barça a le ballon sur le côté droit et Villarreal presse fort. Ils sont un peu désorganisés. On voit Pau Torres qui vient presser Frenkie sur le côté. Séance classique de taureau, j'ai envie de dire. Koundé propose sur le côté mais voit que l'angle est bouché donc se décale. Frenkie le sert bien et Koundé joue en une touche avec Lewandowski qui est venu proposer lui aussi. Rafinha colle la ligne et Moreno est sur lui pour le moment. Les joueurs sont toujours en mouvement et Koundé propose déjà dans l'espace. Frenkie lui propose aussi en retrait entre les deux joueurs. Rafinha voit déjà l'action et démarre son appel avant même que Robert ne touche la balle. Robert dévie dans la course pour Koundé qui va lancer Rafinha en une touche dans la profondeur. C'est magnifique. C'est magnifique, mais malheureusement le ballon est un peu trop long de la part de Koundé, mais la séquence est intéressante quand même. Dans un petit périmètre comme ça en une touche et en jouant vers l'avant, c'est assez intéressant. Le but vient juste après cette action sur la remise en touche et une sortie de balle de Villarreal. Cette fois-ci ça va faire mal et encore une fois une petite séquence et un jeu assez rapide dans les petits espaces. Villarreal essaie donc de relancer assez court, on va dire, assez proprement avec le gardien. Le Barça presse bien avec un bloc très haut pour le coup. Rafinha est cette fois-ci sur Pau Torres, Lewandowski pour boucher l'angle et presser le gardien, Pedri sur Parejo, Gavi sur Coquelin, Baldé est aussi plus haut prêt à sortir sur Foyce, Frenkie lui aussi plus haut et c'est à lui de marquer deux joueurs
plus ou moins. Tout à l'heure, on a vu que c'était Rafinha qui essayait de marquer un peu de joie, il était entre deux joueurs. Là, cette fois-ci, c'est Frenkie. Pepe Reina feinte et s'oriente vers Moreno, ce qui fait décaler un peu Frenkie vers la droite et ouvre un angle de passe vers Baena. Donc, la différence cette fois-ci, c'est que Koundé monte au pressing et laisse Araujo sur Yeremi seul derrière. Le pressing de Koundé fait la différence et Gavi est dans les parages aussi pour récupérer la balle. Frenkie scanne devant, il est prêt à recevoir le ballon, Gavi le sert sous le pressing de Baena. Rafinha rentre dans l'axe alors que Pedri s'avance tranquillement lui aussi, il s'avance vers l'avant dans l'axe. Frenkie c'est Rafinha qui va être sous le pressing donc de Moreno. Tout va s'accélérer à partir de là, hein. Rafinha contrôle du droit et passe du gauche directement pour Pedri qui fait l'appel dans le dos de Parejo. Lewandowski lui attire les deux axiaux. Pedri en une touche, remise sur Robert pendant que Foyce derrière lui fait des pas chassés, je sais pas trop s'il fait. Je vous avoue que le move est un peu bizarre, je comprends pas trop ce qu'il veut faire par là, mais bon bref, Robert la remet en une touche pour Pedri sous les yeux émerveillés de Foyce, hein. Il regarde l'action, on dirait un peu un arbitre de touche, mais bon, je sais pas. Pedri s'amène le ballon tout en délicatesse et d'une petite balle vient tromper Reina. La séquence est magnifique, hein, elle est belle, hein, franchement. C'est rapide, précis, létal, j'ai envie de dire, et ça fait 1-0. Sur cette séquence, on va voir aussi une équipe du Barça qui presse plutôt bien. Beaucoup d'efforts, un bloc assez compact qui bouge ensemble. Villarreal récupère un ballon et joue derrière. Pepe écarte ce Pau Torres qui est pressé donc par Pedri. Rafinha comme souvent avait fait l'effort de presser jusqu'au gardien. Pedri bouche l'angle de passe pour Moreno alors que Gavi et Frenkie arrivent aussi dans la zone de Parejo. Koundé vient lui aussi serrer assez haut. Pau Torres nous sort un crochet prime d'Embélé et Rafinha est à deux doigts de la reprendre. Gavi vient presser et Lewandowski bouche aussi la passe de l'autre côté, ce qui oblige Parejo à se retourner de l'autre côté. Parejo sert donc Torres et on a 4 joueurs du Barça pour 3 joueurs de Villarreal. Frenkie est sur Baena et Kessié sur le Coquelin. Pau Torres n'a pas beaucoup de choix et cherche à jouer long sur Yeremi. Frenkie avait tout vu et fait l'effort pour récupérer la balle. Gros travail de pressing qui paye, bien joué les gars, c'est quand même une belle séquence de pressing. On le sait, Koundé est assez important pour ressortir les ballons. Côté gauche, il y a Christensen on va dire, mais en latéral, Baldé c'est peut-être un de ses plus gros points faibles, je dirais, les relances. Ce qu'il y a d'intéressant avec Koundé, c'est surtout qu'il cherche souvent les passes vers l'intérieur. Il ne cherche pas uniquement à relancer sur le côté, sur la ligne avec Rafinha, il cherche aussi des angles de passe vers l'intérieur du jeu. Et ça c'est assez intéressant. Par exemple sur cette séquence, c'est juste un coup franc, ok, mais il pourrait très bien la donner plus facilement, on va dire, à Pedri ou à Rafinha, ou même à Ter Stegen derrière, hein, si vraiment il était pas trop serein, il avait pas trop le choix. Mais là, on voit clairement, on le voit clairement faire signe à Robert de venir vers lui. Il a sûrement vu l'espace au milieu et va chercher Lewandowski. Donc dans cet espace, la course de Gavi attire Foyce plus Albiol aussi, qui s'écarte un peu, qui laisse un peu de marge à Robert. Il en faut peu, hein, à Bob. Oui, on va l'appeler Bob maintenant. Pour en faire quelque chose d'intéressant, Bob se retourne et sert Baldé dans le couloir complètement seul. La passe est parfaite et Gavi est super bien placé aussi dans l'axe. Malheureusement, Baldé, comme pour les relances, doit encore quand même grandement progresser dans le domaine. Pour cette dernière séquence, encore une fois, on va voir la qualité de passe de Koundé pour ressortir la balle, hein, comme je l'ai dit juste avant. Pedri fait l'appel au milieu et Rafinha revient aussi pour demander la balle. Pedri a le sang-froid aussi pour attendre et faire le bon choix. Rafinha la demande derrière, ce qui attire l'attention de Parejo. Koundé fait l'appel dans le dos de Baena et prend le couloir donc. Ça attire aussi par la même occasion Pau Torres et libère un peu plus Pedri. Pedri se retourne et se met face au jeu. Il se projette un petit peu vers l'avant. Robert en profite pour faire l'appel dans le dos d'Albiol. Alors que Pau Torres a un temps de retard puisqu'il était lui sur Koundé. Il essayait de couvrir un peu l'appel de Koundé dans le couloir. La passe de Pedri est un peu longue, mais l'action finira quand même par quelque chose d'assez intéressant. Robert sert Frenkie en retrait alors que tout le bloc de Villarreal monte. Bob fait l'appel dans le dos de la défense, magnifique. Frenkie nous sort une petite louche au-dessus de la défense qui c'est encore une fois un caviar, hein. Lewandowski va buter sur Pepe. Encore une fois, dommage, mais très belle séquence. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses les amis. Vous avez été nombreux à me poser des questions et je vous en remercie. D'ailleurs, beaucoup de questions, une bonne 60aine de questions, donc c'est de plus en plus, c'est bien, ça me fait plaisir aussi. Mais je vais pas pouvoir sélectionner toutes les questions, vous le savez bien, comme d'hab, hein, classique. Je réponds en freestyle, j'ai rien préparé, vous le savez, mais je vais faire une petite sélection quand même, je vais pas tout prendre non plus, sinon la vidéo va durer 3h30. Première question de Tristan qui dit Lewandowski compliqué devant le but aujourd'hui. Il y a une question d'Andrea aussi qui dit Lewandowski manque de rythme ou manque de confiance. Alors oui, Lewandowski c'est un peu compliqué. Je dirais pas que c'est un manque de confiance. Je dirais pas que c'est un manque de rythme non plus. On peut dire confiance parce que il est dans un moment de moins bien, dans un petit creux, on va dire. C'est sûr qu'il a loupé quelques petits matchs au retour de la Coupe du Monde.
il était un peu moins bien. Il a quand même été assez décisif dans certains matchs, hein, dont le match de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Mais c'est vrai que là, il est un peu moins bien, un peu moins létal devant. Il hésite un peu plus, il est un peu plus brouillon. On a vu beaucoup de matchs où il était un peu plus brouillon. Donc, est-ce que c'est un manque vraiment de confiance? Je sais pas, mais ça peut arriver à des joueurs comme ça d'avoir des moments un peu plus de creux, on va dire. Rien de grave, je pense. Il faut juste qu'il retrouve le but et puis tout ira bien, je pense. Ensuite, on a une question de Sam Diakabi qui dit: comment t'as trouvé le match de Baldé? C'était un peu compliqué le match de Baldé. Effectivement, c'était pas le Baldé qu'on a l'habitude de voir, qui aime bien se projeter. Je pense que le système de Villarreal l'a bien gêné. Alors ça peut s'expliquer par beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand on n'a pas le ballon, quand il manque peut-être d'espace à Baldé pour se projeter, c'est un peu plus compliqué. Les seules fois où vraiment il a été intéressant, c'est quand il prend le ballon et qu'il se projette vers l'axe en fait. Alors que normalement c'est un joueur de couloir, il aime bien prendre le couloir, tout ça. Là il fait des courses en rentrant dans l'axe vraiment où des fois ça n'apporte rien de vraiment vertical, il fait une course vraiment horizontale, tu vois, et il arrive à se défaire un peu du marquage. C'est vrai qu'il avait du mal à prendre le couloir, mais Villarreal a pas aidé. C'est sûr que ils étaient dans un système qui nous a un peu dérangé, comme je l'ai dit, hein. Donc pas évident, match pas évident pour lui. Il a des problèmes dans les sorties de balles, on le sait, c'est pas sa spécialité pour sortir proprement les ballons. Après pour les centres aussi, il a quand même fait un gros raté, un centre assez pourri là à un moment quand Lewandowski le lance, le centre est un peu dégueu. C'était pas évident, mais ça reste un jeune joueur les amis, c'est rien de grave. Je pense que le gamin il profite des minutes qu'il a et voilà, c'est un match sans pour lui, mais comme beaucoup. Hier on n'a pas fait un match, c'était un match assez intéressant franchement, mais c'est vrai qu'ils nous ont posé quand même beaucoup de problèmes en tenant plus le ballon que nous déjà. Ensuite on a William qui dit: à un moment donné va falloir que Xavi fasse tourner l'effectif pour réduire les blessures. C'est vrai que c'est compliqué, mais d'un autre côté, c'est ce que certains m'ont demandé aussi, je sais plus dans les questions, mais on m'a dit par rapport au banc, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé, le banc du Barça est pas fou. Busquets s'est blessé, on a Kessié qui est quand même un joueur de talent, donc ça va, mais après, si on joue avec un milieu à 4, c'est ça le problème, c'est que le remplaçant au milieu, c'est Pablo Torre. Pablo Torre, on peut pas dire qu'il a beaucoup de temps de jeu d'un côté, mais on peut pas dire non plus que c'est une assurance touriste, j'ai envie de dire, tu vois. En attaque, on a des mecs qui sont pas forcément performants. Ansu Fati n'est même pas rentré hier, donc ça c'est assez peut-être bizarre, mais c'était peut-être pas le match dans les bonnes conditions, je sais pas, mais en tout cas Xavi il a pas voulu le faire rentrer. Il a fait rentrer Ferran Torres à la place de Rafinha, qui pouvait être un choix valable, je pense, mais c'est un choix en tout cas. Mais Ferran Torres, Ansu Fati sont pas forcément en forme. On avait Rafinha qui est pas forcément en forme, Rafinha d'ailleurs qui a fait un match pas fou non plus hier, donc le banc ouais c'est compliqué. On a une défense derrière, on a Eric Garcia qui pour moi devrait un peu plus jouer, c'est sûr. On a Marcos Alonso. Après c'est sûr que les doublures, regardez Roberto, il allait rentrer hier mais il est même pas rentré. Le coup de sifflet final, je sais pas si vous avez capté, mais on voit le joueur, on voit à côté de Xavi en maillot, tu vois, mais il rentre au vestiaire. C'est un peu triste pour lui, mais bon bref. On a Roberto qui aurait pu faire le taf à la place de Koundé, Eric Garcia qui est un bon défenseur mais qui manque un peu de confiance aussi, qui pourrait dans le même profil remplacer Christensen, tu vois. Après c'est sûr que Marcos Alonso il donne pas forcément de certitude, pas plus qu'Eric Garcia, hein. Enfin Eric Garcia pas plus que Marcos Alonso non plus, mais voilà, donc c'est vrai que le banc n'est pas fou, le banc n'est pas fou, donc faire tourner pour éviter les blessures c'est bien, mais dans des matchs comme ça contre Villarreal, moi-même j'avais dit que je voulais mettre au repos Araujo. Franchement quand on voit le match de Ronald, franchement on peut se dire que ça aurait été une très mauvaise idée de faire reposer Araujo, très mauvaise idée. Heureusement, Xavi ne m'a pas écouté. Ensuite, on a une question de Dev Sembene, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui dit comment t'as trouvé le match de Kessié? Kessié, j'ai trouvé assez intéressant dans son apport défensif. Il a un jeu plutôt propre. Effectivement, on n'a pas fait beaucoup de passes hier. Hein. Quand on regarde le nombre de passes faits par nos milieux, c'est un peu moins élevé que d'habitude, mais c'est normal vu qu'on a eu moins le ballon, donc ça me paraît assez logique. Donc Kessié, c'est pas le genre de joueur qui va toucher beaucoup de ballons, qui va faire beaucoup de passes, mais il a toujours très peu de déchets dans son jeu, aussi parce qu'il fait des passes de sécurité, tu vois. Il va pas trop prendre de risques dans son jeu de passe, même si hier il a fait un peu plus il a fait un peu plus de jeu long, tout ça, un peu plus intéressant j'ai trouvé. Donc, au final 90% de qualité de précision de passe pour Kessié, c'est plutôt pas mal. Il a réussi 2 dribbles sur 3 qui sont plutôt, voilà, c'est correct. Il a réussi 5 passes longues
sur 6, 6 récupérations, 2 dégagements, 1 interception et 5 duels gagnés sur 8. C'est plutôt pas mal. J'imagine que les duels, les stats que j'ai, c'est duels aériens et au sol. Mais c'est plutôt un match plutôt bon de la part de Kessié, qui a joué, comme je l'ai dit, dans son poste un peu plus naturel. Après, c'est vrai que pour le Barça, c'est compliqué quand on est pressé aussi haut et aussi bien pressé de la part de Villarreal. On a vu qu'ils avaient un système pour nous presser qui était très efficace, parce qu'on avait beaucoup de mal à ressortir les ballons avec du jeu court, ce qui est quand même la base de notre jeu. Donc c'était compliqué pour nous, et le fait de manquer de ne pas avoir Busquets dans ce domaine, c'est sûr que ça n'aide pas. Ça n'aide pas à ressortir les ballons. Mais Kessié, il a fait le taf, franchement. D'habitude, il joue en milieu intérieur. Cette fois-ci, il a joué un peu plus bas. Il a fait son match. C'est plutôt un bon signe, j'ai envie de dire. Et il devrait être titulaire contre Manchester United, j'imagine. Ensuite, on a Seck Ndanane. Je sais pas, frérot, comment on prononce ton blaze. Mais voilà, Frenkie, patron du milieu, qui dit. Eh ben oui, Frenkie, franchement, il était en mode patron hier. Taille patron. Pedri était plus haut, moins à la construction, moins maîtrise du jeu, il était plus à vraiment la création, la déstabilisation de la défense adverse. Frenkie était partout. Il a fait un match complet, Frenkie récupéré. Je crois qu'il a récupéré 14 ballons. C'est quand même assez monstrueux de la part de Frenkie. Frenkie a fait un très grand match, très intéressant. Franchement, vraiment monstrueux en fait, tout simplement. Donc c'est sûr que là, pour moi, Frenkie a été un des meilleurs sur le terrain, avec Pedri et avec Araujo. Franchement, hier, on peut souligner pas mal de joueurs. Hein. Il y a quand même énormément de joueurs qui ont fait un très gros match. On a Araujo, Koundé qui ressortent en défense, vraiment, qui ont fait des matchs très costauds. On a Frenkie et Pedri au milieu qui ont été vraiment très bons dans 2 registres assez différents. Et après en attaque, c'est sûr que c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Robert, il a été intéressant dans sa participation au jeu, hein, comme sur sa passe décisive pour Pedri. Rafinha par intermittence, il est intéressant, mais voilà, c'est pas encore assez pour faire de très belles choses. Ensuite, on a Youzarzif qui dit « Avec ce système, on voit moins Lewandowski qui est obligé de venir chercher les ballons. » Je suis pas vraiment d'accord. Je pense pas que... J'ai pas vérifié tous les matchs, je t'avoue, frérot, mais je pense pas que ça soit vraiment le cas. Lewandowski venait déjà chercher les ballons, même quand on joue en 4-3-3. Donc ça change pas forcément, tu vois. Lewandowski est du genre à venir participer au jeu, tout ça. Je pense pas que ça soit en rapport avec notre système à 4 milieux. Peut-être que oui. Peut-être qu'il dézone un peu plus parce qu'il y a quelqu'un qui vient dans l'axe, tu vois, alors que si lui il est plus dans l'axe et si on joue en 4-3-3, il n'y a personne d'autre. Là, le fait que Gavi rentre dans l'axe, ils sont souvent très proches. Gavi souvent prend la profondeur et vient plein axe pour faire l'appel, alors que Lewandowski vient chercher un peu plus le ballon, effectivement. Mais je pense pas qu'il le fasse vraiment plus que d'habitude. Je suis pas sûr. Ensuite, on a Rima qui dit, à ton avis, on va aller encore sur la même compo contre Manchester United. Bon, il y a beaucoup de questions sur Manchester United. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que tu as confiance? Est-ce que notre défense va être solide, va être importante? Effectivement, est-ce que Araujo va tenir Rashford? Tout ça, il y avait beaucoup de questions là-dessus. Je pense qu'on va aller sur la même compo face à Manchester United. Je pense que Ten Hag, il va faire un très gros boulot d'analyse et qu'il va bien prendre des enseignements de ce match-là contre Villarreal. Faudra faire attention de notre côté, évidemment. Est-ce que Pedri jouera plus bas ou plus haut encore une fois? Je sais pas, je peux pas vous dire. Est-ce que Xavi va ajuster 2-3 trucs pour ce match-là? C'est possible. Chaque équipe après est différente. Manchester United ne joue pas pareil que Villarreal, tout ça. Mais c'est vrai qu'ils peuvent s'inspirer. Nous aussi on va analyser ça. Voilà, après on m'a demandé voilà, est-ce que j'étais confiant? Oui, je reste assez confiant contre Manchester United. On est quand même à domicile, ça sera un match différent, même si c'était pas évident contre Villarreal. Chaque match est différent, là c'est un match de Coupe d'Europe, alors on peut très bien totalement se planter, totalement déjouer, se prendre 3 buts alors qu'on prend pas de but d'habitude, tu vois, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand même je pense être assez confiant, on est quand même dans une bonne forme et on a une défense qui a jamais été aussi forte que ça de toute l'histoire de la Liga, frère. C'est quand même fou. On est en train de battre un record de défense dans l'histoire de la Liga. C'est abusé là. C'est abusé. On a une défense vraiment, c'est n'importe quoi. Donc déjà ça donne un peu plus de confiance, évidemment. Après, je pense que au niveau système, oui, on verra la même chose contre United. Ensuite, on a Ayam qui dit si Araujo neutralise Rashford, je le classe direct dans top 3 à son poste actuellement. Alors pour moi, il est numéro 1 déjà. La réponse est très courte. Il n'y aura pas de blabla. Pour moi, Araujo est le meilleur défenseur du monde actuellement. Oui, le meilleur. Ensuite, on a Lewis qui dit « Crois-tu que le match de jeudi aura un impact sur notre forme actuelle ?» Effectivement, oui, ça peut avoir un impact, positif ou négatif.
tout match peut avoir un impact, tout dépend de comment ça se passe sur le terrain, le résultat, tout ça. Effectivement, c'est plus dans le contenu généralement que ça peut atteindre psychologiquement. On l'a vu que notre victoire déjà en Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, en finale, victoire d'une coupe comme ça a mis un coup de boost au moral et ça a mis vraiment l'équipe, ça lui a donné beaucoup de certitude, ça l'a mis dans un bon mood, tu vois, pour aller vraiment vers l'avant, tout ça, ça l'a mis sur le droit chemin, j'ai envie de dire presque. Donc là, effectivement, ça peut avoir un impact. Après, il peut être très bien positif. C'est-à-dire nous donner encore plus confiance, ou être un peu négatif et nous mettre un petit coup derrière la tête, mais je pense qu'il n'y aura pas de gros impact, même si effectivement on perd ce match, si on est éliminé de la Ligue Europa, effectivement ça aura un impact sur le court terme, je pense, sur l'équipe, elle va prendre un petit coup derrière la tête, mais ça va pas nous faire plonger dans la crise, tu vois, on a quand même beaucoup de certitude avec cette équipe, c'est pas un match qui va nous faire douter de nos qualités, je pense. Pour la Ligue des Champions, ça a été compliqué parce qu'on avait plus de défense, on avait rien, et voilà, on n'arrivait pas, on avait tout contre nous, j'ai envie de dire, les blessures, l'arbitrage qui a pas aidé, beaucoup de pénaltys quand même assez oubliés, donc bon, ça a quand même des faits de jeu assez importants, j'ai envie de dire, quand tu te fais voler complet, c'est difficile. Et voilà, t'avais l'impression qu'on n'arrivait pas du tout, quoi, même contre l'Inter, où on marque, voilà, 3-3 à domicile, ça va pas, quoi. Donc difficile, même contre le Bayern, où on domine complètement le match, mais on perd quand même 2-0, donc c'est pas évident. Psychologiquement, maintenant, on est dans une bonne forme actuelle, et je pense pas qu'il y aura un gros impact. Je pense quand même que l'équipe a énormément de certitude. Question ensuite de Serine qui dit on n'en parle pas mais Busquets c'est fondamental même si Frenkie a fait le boulot hier. Ouais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je vais pas parler trop longtemps là-dessus, mais Busquets c'est vrai qu'il est fondamental. C'est marrant de dire ça, on a tous tiffé la vanne au bout d'un moment, on rigole de ce mot là parce que Xavi l'a utilisé tellement de fois, voilà, mais ça reste la vérité en tout cas pour les sorties de balles. C'est vrai que physiquement Kessié n'a rien à envier à Busquets, hein, ça c'est quelque chose de, voilà, mais Busquets reste un récupérateur assez bon, hein. C'est lui qui récupère le plus de ballons dans l'équipe, donc forcément quand tu perds celui qui te gratte le plus de ballons, et quand tu perds un mec qui te facilite les sorties de balles par sa vision de jeu et ses qualités de passe, bah forcément tu perds en qualité. Après Frenkie a fait un très bon travail, Kessié aussi a fait un très bon travail, mais bon, c'est vrai que tu peux remarquer quand même l'absence dans certains domaines, l'absence de Busquets, effectivement. Dernière question de Audrey qui dit « Salut, tu penses que Gavi est dans l'ombre de Pedri ?» C'est une bonne question, je m'étais jamais vraiment posé cette question, je t'avoue. Je pense pas qu'il soit dans l'ombre vraiment, je pense pas que Gavi se pose vraiment de questions comme ça en fait. Je pense pas qu'il y ait de trucs d'ego, tu vois, je sais pas dans quel sens tu poses cette question, est-ce que tu parles par rapport à ça l'empêche de briller, de performer plus sur le terrain? Je pense pas, tu vois, parce qu'il joue vraiment pas dans la même zone, tout ça. Après en termes de talent, c'est vrai que Pedri est au-dessus, enfin au-dessus. Forcément, il fait plus de différence, il a un peu plus de maturité, mais il est aussi plus vieux, même si c'est 2 ans, mais bon, voilà. Après, tu me parles pas d'âge, je sais, mais bon, bref, t'as compris. Après, les deux profils sont différents. Pour moi, les deux profils sont vraiment différents. Enfin, c'est pas comparable, Pedri et Gavi, ils ont pas le même rôle sur le terrain, ils ont pas le même profil. Donc, je sais pas s'il est dans l'ombre, non. Je pense pas, je dirais pas ça, parce que on pourrait dire que, forcément, créativement, Pedri, il fait beaucoup plus de différence, tu vois, que Gavi, mais Gavi fait beaucoup plus de différence dans son pressing, dans son agressivité que Pedri. Donc, je pense pas qu'il soit vraiment dans l'ombre. Je pense que le club aussi gère bien leur truc. Gavi il est Golden Boy, tu vois, Pedri il a été Golden Boy. L'année d'après c'est Gavi. La saison prochaine ça sera sûrement Baldé peut-être. Non, je sais pas, mais bon bref. Je pense pas qu'il soit vraiment dans l'ombre en soi. Voilà. Et puis au niveau d'ego comme je parle, je pense que Gavi il se pose pas vraiment de questions. Il kiffe sa vie en fait. On le voit célébrer, il grimpe sur les épaules de Christensen. Vous avez vu la célébration quand on finit le match? Ça n'a rien à voir, je sais, mais ce gamin est fou, quoi. Il grimpe sur les épaules de Christensen, il est sur ses épaules, comme si c'était, tu sais, le daron avec son gamin qui le porte comme ça et qui balade. Frère, arrête. Donc voilà, je finirai sur cette belle séquence émotion de Gavi sur les épaules de Christensen. Bon, je pense que j'ai fait le tour les amis, comme je vous ai dit, je suis claqué complètement, je vais sûrement finir la vidéo, je vais aller me coucher direct, ça va être réglé. Donc on se retrouve demain, normalement demain les amis, je vais sortir une vidéo spéciale, je vais sortir une vidéo sur la psychologie dans le football et un sujet qui me paraît assez important, assez intéressant aussi à connaître pour ceux qui s'intéressent pas trop à ça, c'est assez intéressant je trouve. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, d'ici là portez-vous bien